merci à l'Assemblée d'être venu. Hein. Vous êtes optimiste. Mais j'ai bien compris que vous aimez les conférences longues. Donc il faut que je suis bavarde. Donc vous avez la chance d'avoir quelqu'un de bavarde devant vous ce soir. Merci de l'accueil. Hein. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les collègues français. J'ai passé ma vie avec un pied, la plupart, depuis 69, un pied chaque côté de la Manche. Et ça me plaît beaucoup, je continue comme ça. En France, je suis nomade, je voyage en camping-car, sauf pour venir à Paris. Grâce à la SNCF, qui ne marche pas ce soir peut-être, mais qui marchait hier, et que j'espère va marcher demain, pour me faire rentrer sur Rennes. Voilà. Mais c'est surtout la Bretagne française que j'ai étudiée. Mais j'ai aussi beaucoup participé en Grande-Bretagne, comme on vous a dit tout à l'heure, au niveau de la Commission royale des monuments historiques, qui est un peu comme l'inventaire ici, un peu comme le Centre national de recherche, etc. Mais j'ai aussi travaillé au niveau de les associations pour la conservation des monuments. Et avec la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, on a beaucoup collaboré. En Bretagne, bien sûr, pour présenter les châteaux comme celui que vous avez sous vos yeux, mais aussi j'ai organisé 4 on dit congrès supplémentaires en Grande-Bretagne depuis 10 ans pour présenter aux Français et aux Bretons les monuments du Pays de Galles, de l'Angleterre du Sud et de l'Écosse. Voilà. Mais on m'a demandé de parler de la demeure seigneuriale, la demeure noble. Je pense que j'ai écrit résidence noble là. Bon, mais c'est la résidence noble, qui est très important et qui a une évolution particulière. Il y a des choses fondamentales. Il y a la tour, l'idée d'une hiérarchie verticale. Ce qui se remarque ici ce soir, parce qu'il y a ceux parmi vous qui sont déjà installés à l'étage, hein, en galerie, pour nous regarder dans nous. C'est une ancienne... la tour, la chambre, la vie privée et la salle. Et je vais commencer surtout avec la salle. Et si je vous propose au début beaucoup d'exemples anglais, britanniques, c'est plus facile d'expliquer comme ça parce qu'il y a des choses qui sont conservées en Angleterre qui sont disparues en France et vice-versa. Donc, pour certaines choses, c'est plus facile je commence en Bretagne. Bon, mais de vous montrer les exemples anglais. Mais ici, on est dans le Finistère, Blabenec, une motte féodale fouillée, il y a déjà 20 ans, 25 ans, même 30 ans, et qui montre certaines choses. Ça montre une motte, c'est-à-dire une butte de terre. Il y en a beaucoup en Bretagne et Normandie vers l'an 1000. On parle de 1100, mais moi je les pousse un peu plutôt vers la fin de l'époque carolingienne.
Vous avez une motte avec une douve remplie d'eau ou parfois une douve sèche. Petit accès. Et sur la motte, une sorte d'enclos, soit en pierre, mur clos en pierre, soit une palissade, un plessis, palissade, et une sorte de tour. Et on pense qu'ici, à l'Escalin, que la tour consistait, et c'est une interprétation, une tour consistait d'une cuisine au rez-de-chaussée et une chambre en dessous. Et cette idée se retrouve souvent dans les manoirs. Chambre au-dessus de la cuisine, chauffée par la chaleur de la cuisine. Et indépendamment, c'est ça qui est très intéressant, indépendamment dans la basse-cour, une chapelle. Donc vous avez tour, chambre, cuisine et chapelle. Nous sommes ici au bord de la Rance, 500 sur Rance, l'endroit qui s'appelle le Châtelier. Vous voyez à ma droite le photographe, droite du photographe, le manoir actuel, 15e siècle. Et vous voyez l'arrivée. Vous êtes en effet dans la basse-cour. Vous êtes là. Et vous voyez la motte en face. Et à gauche, juste dans les arbres, parce que c'était le mois de mars, avril, début avril, vous voyez la chapelle. Donc, vous arrivez, vous avez la basse-cour devant vous. À gauche, vous avez la motte féodale qui vous remonte à l'an 1000, plus ou moins 100 ans. À droite, vous avez la chapelle. Et c'est un site classique pour une chapelle, à l'entrée d'un enclos du château, soit juste à l'intérieur, soit à l'extérieur, comme dans les villes. Pour ceux parmi vous qui connaissent Londres, vous avez des églises extramuros et les églises intramuros. Et souvent, ça porte le même nom, le même saint, vous savez, extramuros et intramuros. Un lieu de repos. On s'arrête là, fait des prières, avant de sortir, avant d'arriver. Bon, donc c'est une basse-cour qui date au moins de 1000 ans et qui est toujours habitée. On passe au centre d'Angleterre. Certains de mes diapos étaient téléchargés par l'Internet. Je ne peux pas les agrandir parce que la qualité devient de plus en plus mauvaise. Mais vous voyez les essentiels. Vous êtes dans la basse-cour à nouveau. Vous avez une salle, une grande salle, et plus loin, l'église. Donc vous avez juxtaposition du site religieux et de présence du Seigneur de l'endroit. Et malheureusement, ma photo de l'intérieur n'était pas bonne. Mais l'essentiel, c'est de vous montrer, si ce machin marche, oui, il est là. Vous avez au milieu, vous avez cette grande salle, vous avez une fenêtre, vous avez l'entrée, et vous avez deux bas-côtés. Et à l'intérieur, vous avez une nef, et vous avez les deux bas-côtés, et les arcades pour les séparer. Oui, je vais vous montrer un autre exemplaire tout à l'heure. Mais pas d'ici, mais de notre endroit en Angleterre. Donc, c'est une salle romane, on est déjà 12e siècle, c'est en pierre. Parfois, souvent, en Angleterre, ces salles sont construites
en bois de colombage. Mais le bois est moins durable que la pierre et ça nous pose des problèmes. Voilà, je m'excuse des mauvaises qualités, mais je les ai téléchargées, mais on voit les essentiels. Je vous transporte à Winchester, l'ancienne capitale, la capitale de Guillaume le Conquérant. Il est arrivé en 1066, la bataille de Hastings. Il a repris l'ancienne capitale de Wessex. Il s'est installé et je pense que c'était la veille de Noël, le 24 décembre, il était couronné à l'abbaye de Westminster. Et petit à petit, Londres a remplacé Winchester comme capitale, mais ça c'est une autre chose. Mais nous sommes ici à Sainte-Croix de Winchester, qui était, c'est difficile à expliquer en français, mais c'est un hospice. C'est-à-dire, c'était fondé par Henri de Blois, le frère du roi Angevin, pour un certain nombre, une douzaine de vieux hommes qui bien rendu service au pays, mais qui n'avaient pas de moyens. Et il a créé une chambre pour chacun et une salle commune. Et vous voyez ici la salle commune. C'était refondé par le cardinal Beaufort au XVe siècle, qui a rajouté un autre ordre, et ça subsiste toujours. Pour les frères, aujourd'hui, ce sont des anciens bédous de cathédrale, ou les organistes, ou parfois un professeur d'université, qui ont leur chambre dans une cour, autour d'une cour. Mais c'est la salle qui me concerne, parce qu'il y a plusieurs choses. Bon, vous avez le volume. Vous voyez la charpente apparente. C'est une belle charpente. Vous voyez 2 portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée, parce que derrière, il y a une sorte de couloir. Vous entrez une salle par le bas, le bas-bout. Et ici, derrière le photographe, il y a ici le haut-bout. Le haut-bout, c'est là. Vous voyez vers le bas et vers le haut. Vers le bas, vous avez deux portes. Une cloison. C'est une différence dans l'évolution des salles en Angleterre, en France. C'est rare d'avoir une cloison fixe en France. Normalement, je pense qu'il y avait les cloisons un peu temporaires, mais ici c'est fixe et au-dessus, il y a une tribune. Et la tribune avait plusieurs fonctions. C'est pour les notables, comme notre tribune ce soir, hein, on a des notables au-dessus de nous. Les notables, aussi pour les musiciens. On parle parfois de galerie des musiciens. Mais il y a aussi une fonction de sécurité. On peut surveiller. La surveillance, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y avait la surveillance au XIIIe siècle. On peut surveiller dans nous ce qui passe en bas. Mais aussi, ici, c'est une institution masculine. Mais dans un château où il y a des chambres qui donnent sur la galerie, les femmes peuvent sortir, peuvent partager le bonheur de tout ce qui passe en bas sans descendre à ce niveau-là. Donc, il y a une sorte de... Il y a plusieurs fonctions. Disons, il y a plusieurs fonctions. Mais ce qui est très intéressant au milieu, c'est ce sorte de grille. Et ça peut fonctionner toujours. Il y a là, où j'ai perdu ma... Ah, il est là, la souris. Il y a un feu. Il y a du feu. C'est un foyer. Il n'y a pas de cheminée. Si vous pensez que la cheminée existait toujours, oh non,
Oh non, on mettait le feu au milieu de la salle. Et la fumée montait. Et la fumée sortait par les fenêtres, qui n'étaient pas vitrées, qui avaient des volets, mais pas vitrés. Et par si je dis les trous, parfois il y a les trous confectionnés, bien charpentés, etc. Ou non, selon le niveau social. Donc ici, je m'excuse la mauvaise qualité, vous avez devant vous le foyer, vous avez une sorte d'estrade avec la table haute, vous voyez juste une table là, à travers. Donc vous avez une hiérarchie. C'est comme cette table était à travers là. Et moi, je dînais ici, mais devant l'écran. Et vous dînez là-bas. Donc vous avez déjà une hiérarchie. Vous avez la table haute et vous avez le reste de l'assemblée qui dînait sur les tables en tréteau tout le long de la salle. Je vais insister sur ce thème parce que c'est très, très intéressant. Bon, on reste à Winchester. Dans l'enclos de la cathédrale, il y a une salle qui s'appelle le Pilgrim's Hall. Aujourd'hui, c'est la salle principale pour l'école des petits chanteurs. Mon collègue John Crook a fait un dessin de la salle à l'origine, dont vous voyez une seule entrée là. Vous voyez le foyer, le feu au milieu, et vous voyez la charpente. Et je vous dis tout de suite qu'en France, je n'ai pas l'habitude de voir la charpente. Oui, je vois parce que je pénètre les toitures. Mais très souvent, la charpente est lambrissée. Et on a l'impression qu'en France, que la charpente, c'est considéré comme un peu vulgaire. On cache. Ou on imite la voûte en pierre. Vous choisissez votre interprétation préférée. Mais en Angleterre, ils cherchaient de faire évoluer la charpente, de faire travailler la charpente et de montrer, de manifester la puissance et la richesse du Seigneur, constructeur, bâtisseur, dans la charpente. Et vous avez ici, c'était le doyen, le chanoine, le chapitre de la cathédrale, où à l'époque c'était une abbaye bénédictine, Winchester. C'était à la fois abbaye bénédictine et cathédrale. Et vous voyez une charpente bien travaillée. Et vous voyez autre chose, parce qu'ici c'est la salle actuelle à droite. La reconstruction de mon collègue à gauche, la salle actuelle à droite, et vous avez à nouveau une galerie, une tribune, mais à l'autre bout. Donc vous pouvez avoir une galerie bas bout, au bout, ou tous les deux. Et mais c'est pour les petits chanteurs, c'est une salle de réunion, si vous voulez. Mais regardez la charpente. Bon, mon ami, il a fait ça, mais il regardait dans l'autre sens. Vous avez ici une charpente, regardez comment c'est soutenu. Il y avait une entrée là qui a été, si vous voulez, découpée. Mais c'était comme ça des origines. Parce que ce que vous avez, c'était une évolution d'une salle de nef et de bas-côté. Mais les piliers, les arcades, ça manque. Et malheureusement, j'avais une photo de la grande salle de Westminster, mais c'était tellement moche que je l'ai supprimé. Vous n'allez pas voir ça ce soir, mais je regrette beaucoup. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Londres, allez voir la grande salle de Westminster, construit par Richard Ier, cœur de Lion, en 1399.
C'est superbe. Bon, on reste toujours avec cette construction. Et vous voyez la partie là, vous voyez les deux portes d'accès. Mon collègue a enlevé toutes les choses modernes. Vous voyez au milieu le foyer. Et ici, vous voyez une deuxième salle avec un deuxième foyer. Mais la charpente n'est pas la même. La charpente avait les poteaux, les colonnes, comme vous voulez, mais pour libérer le rez-de-chaussée, on a évolué la charpente et ce qui reste des entrées sont supportés par les gens de force, comme ça. Le mot anglais, c'est hammer beam, marteau. Hein? Poutre en forme de marteau. Voilà. Et vous avez un fêtage, etc. Mais c'est pour insister sur le foyer ouvert, le feu au milieu. Bon, on va remonter le temps un tout petit peu pour vous montrer les plans. C'est le plan qui vous dit beaucoup sur la fonction. Moi, je ne suis pas historien de l'art, hein, je ne suis pas architecte. Je suis, comme vous avez entendu, je suis une sorte d'archéologue du bâti. J'essaie d'étudier et expliquer l'évolution des bâtiments à partir des analyses. Et ici, vers l'an 1000, toujours en Angleterre, vous avez le plan d'une salle, vous avez le hall, là, la salle, et vous avez les poteaux tout le long, comme ça. Donc, vous avez une arcade qui sépare la salle. Il n'y a qu'une seule arcade. Il y a un seul bas-côté. Mais vous avez une pièce au bout et vous avez une chambre à l'autre bout. Également ici, vers fin 12e, vous avez ça. Vous avez un foyer un peu déplacé, ce n'est pas au milieu, c'est un peu déplacé. Vous avez déjà, on essaie de créer la place. Et vous avez une sorte de, ce n'est pas vraiment une chambre, mais vous avez une sorte de pièce au bout qui probablement fonctionnait comme une pièce de service pour le boisson et le garde-manger. Il y a deux mots anglais, buttery et pantry, qui subsistent toujours dans la langue. Le pantry, c'est le panettrie, c'est l'endroit où on garde le pain. Et le buttery, c'est rien à voir avec le beurre. C'est bouteillerie. Donc, buttery, c'est l'endroit pour les bouteilles, les boissons, et le pantry pour les aliments secs, le pain. Et ça existe toujours. Hein. Guillaume, il nous a apporté une terminologie. Voilà, et vous avez, et ça c'est à remarquer, vous avez une chambre indépendante. La chambre n'est pas attachée. Donc vous voyez une des caractéristiques de l'époque, 11e, 9e, 10e, 11e, 12e siècle. Vous avez les éléments du manoir indépendants. Pour aller à la chambre, il faut sortir en plein air, hein, avec toutes les conséquences. Bon, mais ces plans, ce n'est pas la maison paysanne, hein. C'est la maison royale, ou presque. Mais vous voyez comme sous Henri II d'Anjou, hein, les Angevins, hein, qui fréquentaient Chinon, vous avez la grande salle avec nef et deux bas-côtés et des arcades. Vous voyez les arcades.
Et vous voyez, chose très importante, à côté de l'échiquier, il avait ses trésors juste à côté. Mais vous avez une petite salle qui nous donne une autre idée. La grande salle pour tout le monde et une petite salle déjà pour des invités un peu sélectionnés. Hein? Différence de statut social. Cheddar sous Henri Ier. Vous avez, encore une fois, vous avez une grande salle, mais avec les bas-côtés, les arcades pour séparer les bas-côtés de la nef. Voilà, sous Jean Santerre. Mais regardez comme ici à Clarendon, qui est un très important domaine, la cuisine est là, la salle est là et les chambres est là. Ils ne sont pas attachés les unes aux autres. Hein. Et la cuisine indépendante a resté très fort dans la tradition en Angleterre. Moi, j'ai du mal, sauf pour Fontevraud, j'ai du mal de vous citer une cuisine indépendante en France. Je n'ai jamais vu en Bretagne ou en Normandie. Mais on dit, plus ou moins, que c'est à cause des incendies et tout ça. Mais je pense que c'est peut-être il y a quelque chose de culturel aussi pour expliquer ça. Mais vous voyez le chemin, entre guillemets, entre la cuisine et la salle. Un petit passage, vous avez les deux pièces de service, bouteillerie et pantry, les deux côtés. Et l'entrée à la salle est là. Vous entrez toujours au bas-bout, toujours. Et vous entrez et vous regardez vers l'estrade, hein, où il y a la table haute, où s'installe votre seigneur territorial. À l'église, vous entrez au bas-bout, mais au lieu du seigneur territorial, vous voyez le seigneur représenté par l'autel à l'église. Et souvent, il y a le sol monte légèrement du bas-bout pour symboliser, vous savez, la différence de statut. Et la chambre, j'ai perdu ma souris à nouveau, la chambre est là, mais encore une fois, vous sortez votre seigneur territorial, le roi, le grand-duc ou même le petit seigneur. Il sort de sa table où elle voilà, une méchante souris. Bon, vous sortez par un petit chemin pour accéder à la chambre. Donc, première chose, le Haut Moyen-Âge, les éléments de cette demeure étaient indépendants. Cuisine, grande salle de réunion, chambre privée. Et même la chambre privée n'était pas privée comme pour nous aujourd'hui. Hein. C'était plutôt en anglais, un bed-sitter, une chambre où il y avait un lit, mais il y avait souvent une table. On reçoit la famille et des amis, des proches. Bon, je reste un petit moment en Angleterre. Et, nous avons étudié, il y a déjà une dizaine d'années, un site très très connu chez nous parce qu'il y a cette maison romane dont les pièces principales sont à l'étage. Au rez-de-chaussée, avec cette porte, il y a une sorte de... Le mot, ça ne traduit pas en français, le mot est en anglais, c'est undercroft. Si je vous dis cellier, c'est un cellier, mais c'est au rez-de-chaussée, voûté. Donc, pour accéder à la salle ou à l'étage, il faut monter l'escalier. Voilà le coupe. Vous avez le cellier. Vous avez une deuxième. Vous avez
la pièce principale avec une cheminée latérale et avec une souche évidemment latérale. Et on a parlé de longtemps du manoir. Mais ce n'est pas un manoir du tout. Hein. Il n'y a pas de cuisine. Bon, il y a place pour le vin, on peut stocker la boisson, etc. Mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment de... Ça manque les éléments du manoir que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on a fait des recherches et j'ai supprimé le plan pour... autrement, nous serons toujours ici à minuit. Le plan, mais on a trouvé les traces de l'ancienne avec une géophysique, trouvé le plan sous le gazon de l'ancienne salle. Donc, c'est pas un manoir, c'est une bloc-chambre. Encore une fois, j'ai beaucoup discuté avec mon ami Pierre Garrigou-Grandchamp, que vous avez entendu la semaine dernière. La terminologie pour bloc-chambre, parce que chamber block en anglais, on ne peut pas dire mieux que bloc-chambre. Ce sont une chambre indépendante qui subsiste toujours, comme vous allez voir en France. Hein, en France. Bon, je reviens à la salle. Ici, quelques exemples tirés d'un musée plein air, parce que c'est clair. On a enlevé un bâtiment, on a enlevé les traces modernes, on l'avait transporté et reconstruit dans un musée plein air. Et ce petit... c'était une belle maison à l'époque. Hein. Ce n'est pas la demeure d'un pauvre. Hein. C'était une belle maison. Mais l'important, c'est une maison, ce n'est pas une grange ou une crèche. Mais vous notez le manque d'ouverture pour la fumée. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas d'ouverture. La fumée sortait par la porte ouverte, par la fenêtre. C'est un pan de bois, cléonnage et chaud. Également, c'est en pierre, c'est une région, c'est la Cresa, et c'est le silex utilisé comme pierre avec un gros mortier hein, pour le mur. Mais vous avez une fenêtre, hein. Il n'y a pas de vitre hein, volée à l'intérieur. Vous avez une porte ouverte dans la journée, mais vous avez un petit triangle là pour faire sortir la fumée. Les deux bouts, donc un courant d'air peut passer pour sortir ça. Encore une fois, c'est la maison d'un moyen fermier, un moyen cultivateur. Pas de noble, pas de grand noble, et surtout pas de paysans pauvres. Voilà. Je vous transporte aux îles d'Écosse. Pas au XVe, ni au XIIe siècle, ni au XVe et du XXe siècle. Et jusqu'à 1962, cette maison était habitée. Et le dernier pauvre monsieur qui habitait là, on lui finalement, il était persuadé d'aller passer ses derniers jours dans une maison moderne, chauffage central. Mais quelques mois plus tard, il est décédé. Il était très malheureux de quitter sa maison natale avec foyer central, de tourbe, pas de bois, c'est de la tourbe ça, avec c'est pas une marmite, c'est un bouilloire, mais la marmite crémaillère
et vous voyez la fumée. Et ce n'est pas surprenant que les gens ils s'assoient sur les bancs bas, c'est-à-dire en dessous la fumée. Hein? La fumée monte. Donc, le plus bas que vous êtes, le moins que vous avez la fumée dans le nez. Bon, mais la fumée, elle a c'est pas aussi désagréable que vous imaginez, hein, parce que ça chasse toutes les moustiques, les bêtes et tout ça. Hein. Et la suie entre dans le chaume, et tous les quelques années, tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, on enlève le chaume, on met sur les champs comme engrais, et on refait le chaume. Et le suie et le chaume, ça fait un très bon engrais. Bon, ça fait partie de... mais vous voyez, il y a du verre dans l'entre... Bon, donc la fumée passe par le chaume. Hein. Et il y avait un ancien collègue à Belfast qui avait écrit sur les maisons irlandaises des années 50-60, 1900, hein, qui disait que la maison, c'était comme l'état de fumier. La chaleur et la fumée montaient du chaume. Donc, notre civilisation, cette civilisation a survécu après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et si vous pensez que la France était tellement en avance, tellement plus sophistiquée, hein? Oh non. Dans le Morbihan, aux années 50, j'avais du mal de scanner le diapo. Mais le dessin subsiste toujours au Musée des Arts et Traditions Populaires. L'enquête d'architecture rurale, vous regardez pour le Morbihan, la région de Beau dans le Morbihan. Il y a des petites, on disait des loges là-bas, hein, où le foyer central subsistait aux années 50. Donc, on est sur les franges atlantiques d'Europe. Et ce qui était leur règle au XIIe, XIe, XIIe siècle a survécu jusqu'au milieu du XXe siècle. Chez les plus... les moins évolués. Vous choisissez vos termes. Mais j'ai toujours un projet au Yodé, près de Lannion, en Côte-d'Armor. Et mes collègues ont fouillé. Certains parmi vous peut-être connaissez le Yodé. C'était une cité gallo-romaine, si vous voulez. Et c'était colonisé après au Moyen-Âge par les cultivateurs. Et au XIVe siècle, nous avons des maisons paysannes. XIVe siècle, tous les foyers étaient comme ça. Donc, le grand changement, je pense, en Bretagne, c'était vers le XIVe. Il y a un manque d'évidence, mais je risque... pas ma réputation, mais je risque des réactions en disant que je pense que 14e, je vais revenir plus tard au 14e siècle. Bon, rapidement, parce qu'on est toujours dans ce musée en Angleterre où on a reconstruit, mais regardez ça, la porte. Vous avez cette grande fenêtre qui vous annonce tout de suite une salle ouverte à la toiture, salle à charpente apparente. Mais les deux bouts, vous avez une pièce et une chambre au-dessous, vous avez une pièce et une chambre au-dessous. Donc vous avez un plan, je dis 3 unités. Vous avez au milieu, vous avez la salle qui monte jusqu'à la toiture, et les deux bouts, vous avez chambre basse et chambre haute. Et si vous avez bien réfléchi, en m'écoutant, vous allez vous dire, bon, mais ça demande des escaliers. Oui. Parce qu'on ne peut pas passer, on ne peut passer de ce côté-ci
juste à ce côté-là, en restant à l'étage. Parce que la salle monte jusqu'à la toiture. Donc, soit il faut 2 escaliers ou une galerie de liaison entre les deux. Et je pense que finalement, pour l'Angleterre, vous avez un peu la même chose, un niveau un peu supérieur. Ça, c'est le cultivateur très aisé ou le petit noble, si vous voulez. Mais voilà la porte d'entrée, la grande salle, une grande fenêtre, foyer toujours au milieu de la place, et 2 chambres, et chambre basse, où se aussi, comme je vous ai expliqué, boutellerie, pantry, le garde-manger, cave, garde-manger, et à l'étage, une chambre. Mais aucune liaison entre les deux bouts à l'étage. Vous voulez passer de cette chambre à cette chambre-là, vous devez redescendre, redescendre ici par une sorte d'échelle meunier. Vous voyez? Pas forcément un très bel escalier, mais une échelle meunier qui est facile de descendre. Vous traversez la salle et vous remontez pour accéder à la chambre là. Donc, il y a une hiérarchie de chambres. Le haut bout est là, donc la chambre seigneuriale est plutôt ici. Mais il y a des exceptions, parce que parfois, surtout en Bretagne ou en Normandie, la famille a choisi d'avoir la chambre dessus la cuisine pour des raisons évidentes. Bon, fonction de cérémonie, fonction d'administration, palais épiscopal, Winchester, il subsiste toujours, mais en ruine. Donc, on a fait une reconstruction et ça vous montre, oh, je souris là, bon, l'évêque, un des plus puissants d'Angleterre, l'hiérarchie toujours la même aujourd'hui, après les 2 archevêques, Canterbury et York, c'est Londres, Durham et Winchester. Ce sont les 3 grandes évêchés. Et c'était le cas au Moyen-Âge. C'était un diocèse riche. L'évêque est là. Il est sur l'estrade, comme ici. Il reçoit. Il n'y a pas de foyer. Alors ça, c'est intéressant parce que peut-être, lorsque c'est uniquement l'administration, on n'a pas besoin du chauffage. Ça réduit les discussions si ça fait froid. Moi, j'ai toujours conseillé à mes amis universitaires de faire comme les moines au Moyen-Âge, une salle chapitre ouverte en plein air. Hein. Ça réduit les heures de réunion. Hein. On arrive très rapidement aux conclusions. Mais vous voyez la lumière qui descend en bas, mais la lumière qui illumine la charpente. Si vous pensez qu'un lucarne, un château de quelque part dans le Val-de-Loire, existe pour illuminer le grenier, vous avez tort. La lucarne existait pour illuminer la charpente à l'origine. Et aussi, très intéressant ici, c'est le passage, là. Il y a un passage, là. Ce n'est pas une galerie, c'est un passage, mais qui permet la sécurité de surveiller ce qui passe au rez-de-chaussée. Mais ça, c'est le palais, qui subsiste toujours. Vous payez vos droits, vous entrez, vous pouvez marcher parmi les ruines. Déjà, les bâtiments indépendants ont été rattachés un peu. Vous avez ici à droite la grande salle que vous venez de voir, là.
Mais à gauche, il y a une petite salle. Ben, c'est une grande salle, mais c'est plus petit que l'autre. Donc, vous avez déjà une hiérarchie. Vous avez la salle pour faire l'administration, les grandes cérémonies, mais l'évêque, il a sa salle privée. J'aime bien ce terme, salle privée. Attachée à la chapelle, sa propre chapelle. Et son petit jardin médiéval. Donc, c'est le secteur résidentiel avec le porche d'entrée, le logis porche d'entrée, la cour et enclos. C'est protégé. C'est pas fortifié. Le moindre petit groupe de soldats peut accéder en 10 minutes. Mais c'est protégé contre les intempéries ou contre les voleurs, etc. Bon, finalement, je m'excuse, c'est mauvais. C'est le Winchester, toujours, côté épiscopal, côté royal. Et en petit, en miniature, c'est la salle des rois. Le palais royal, l'ancien palais royal, il n'y a que cette salle qui subsiste. Mais je l'ai mis pour montrer la salle, la charpente et les arcades. Vous voyez juste, mieux que moi peut-être, les arcades de pierre, les deux côtés. Donc vous avez la nef, vous avez les deux bas-côtés. Bon, on va descendre le niveau social, un peu. Un grand manoir, si vous voulez, grand manoir. Et des marches du Pays de Galles. Un marchand qui a fait beaucoup d'argent dans le commerce de la laine, qui a fait la richesse de l'Angleterre au Moyen-Âge. C'était la laine. Bon, ça a l'air d'être un peu fortifié, mais il y a des douves. Vous avez les grandes fenêtres de la salle. Ici, à l'intérieur de la cour, vous avez les grandes fenêtres. La porte d'accès, bas bout de la salle, et vous avez un escalier qui vous permet d'accéder à la chambre qui est au bas bout. Il y a une autre chambre là-bas, mais la chambre principale est ici. Et l'intérieur, ça n'a pas changé depuis le XIVe siècle. C'est ouvert à la visite. Pour accéder à la chambre, il faut monter ce trait d'escalier de bois et l'accès à la chambre, c'est là. Si cet escalier avait pourri, disparu, vous entrez, vous voyez la porte de la chambre et vous allez dire « Oh non, il a fallu avoir un plafond, un plancher plafond pour accéder. » Non, le bois n'est pas aussi permanent que la pierre. Et lorsque vous regardez les vestiges du bâti, il faut toujours laisser la possibilité qu'il y avait des constructions de bois qui sont disparues. Bon, dans le Kent, je pense que c'est une des dernières images de l'Angleterre. Le seigneur, le noble, le roi, royal, seigneurial, la couche supérieure de la société, couchés à l'étage, ils avaient leur chambre, et leur chambre principale était à l'étage. Ils ne couchaient pas en bas. Ici, un très bel exemple avec une douve et tout ça, c'est 15e siècle, 15e, 16e siècle.
quelqu'un prospère et tout ça. Les douves, c'est pas fortifié, hein, il y a une certaine sécurité. On peut, franchement, 10 soldats peuvent accéder facilement en 10 minutes. Les fenêtres et tout ça, vous permettent d'accéder. Bon, mais c'est symbolique. Il y a des douves. Il y a la tour. Même si la tour est utilisée pour les archives. La résidence principale, la salle, etc., était au fond de la cour, à l'intérieur. Le paysan, je vous ramène, c'est la première photo que j'ai trouvée, mais bon, Grand-Brière. Mais c'est une série de maisons paysannes des années 60. Le paysan, ça c'est le meilleur exemple ici, ça se voit très clairement. Il y a une seule pièce. Hein? Ici, avec la petite ouverture, c'était une crèche. Donc, la famille habitait là. On est aux années 60, 1960. Et la vache ou les deux vaches étaient ici à gauche. Ils partageaient la même porte d'entrée. C'est la maison longue qui existait tout le long de la côte atlantique. Jusqu'à nos jours, jusqu'à mes jours à moi. Hein. Pays de Galles, Irlande, Écosse, Bretagne. Ille-et-Vilaine, toujours aux années 69, 70, 71. Le paysan, sa pièce, la cuisine, kegid en breton, c'était la pièce unique avec une... ici, c'est plutôt un débarras. Il conservait ses outils et tout ça là-bas. Et un petit grenier à l'étage. Porte d'entrée. La famille habitait ici. Le père, la mère, les 12 enfants. De la naissance jusqu'à la mort. Une seule pièce. C'est pas surprenant qu'en breton, il n'y a pas de mot pour privé. C'était un mot emprunté du français. Bon, donc vous avez le 95% de la population qui vivait au rez-de-chaussée, qui couchait au rez-de-chaussée, et la noblesse qui couchait à l'étage. Il n'y a rien de plus clair que ça. Bon, 14e siècle. Oui, 16e, parce qu'on avait rajouté ça. Mais ici, vous avez, près de Dol-Bretagne, vous avez, c'est ma reconstruction à partir de l'évidence. Hein. Vous avez une très belle cheminée latérale. Je peux vous faire une conférence d'une heure uniquement sur ce manoir. Mais pas ce soir. Et vous avez les vestiges d'une belle charpente qui avait déjà disparu lorsque c'était un cultivateur. Il est transformé en, comment dites, pas un gîte, en chambre d'hôte. Il fait table d'hôte et chambre d'hôte dedans. Et ici, un escalier de pierre qui accède à la chambre principale. Donc, au XIVe siècle, il y avait la salle, la cuisine en bas, parce qu'on voit l'ancien emplacement du four, et il y avait quelque chose derrière qui est complètement disparu, mais pour lequel il y a une porte là. Oui. Et au XVIe siècle, on avait rajouté un bloc chambre basse, chambre haute, avec un escalier. Ce n'est pas un escalier à vis, c'est un escalier Renaissance droit, un escalier droit Renaissance. Et
nous n'avons pas une date précise pour ça, mais nous savons que le propriétaire s'est marié avec la fille d'un parlementaire René. On est à 1 heure de Rennes à cheval, hein. Un parlementaire René très fortuné. Et on peut imaginer, nous avons la date du mariage, on peut imaginer que la future femme lui a dit, écoutez, hein, moi, oui, je suis d'accord, hein, mais sur la condition que vous modernisez la maison. Hein. Et c'est tout à fait classique. Là, le plan que vous avez vu, et vous avez l'évolution. La façade 14e, porte principale, grande salle, cheminée latérale, et remarquez les cheminées, les souches en octagonales. 13e, 14e siècle. Moi, je pense, c'est subjectif, mais je pense que selon les styles, nous sommes début 14e plutôt que fin. Bon, et vous avez la cuisine en bas, oui, ma souris, la cuisine en bas, et la belle chambre à l'étage. Hein? Au-dessus de la cuisine, vous voyez l'emplacement du four. Et ils avaient rajouté au 16e et modernisé, entre guillemets, au 20e. Ils ont percé les fenêtres pour faire les chambres, d'hôtes. Bon, on va rester en Ille-et-Vilaine. Et vous voyez tout de suite, c'est un peu bizarre de ce côté, et il y a des maniements de murs, etc. Mais la porte est là. Superbe fenêtre, hein, qui annonce tout de suite une salle à charpente apparente. Voilà la fenêtre à gauche. Ici, la charpente. Charpente fine, hein, fine comme tout. Hein. Regardez comme ça monte. Mais j'ai des douzaines d'exemples en Bretagne. Des charpentes comme ça, on n'avait plus besoin. On a inséré un plancher plafond, je reviens à ce thème, inséré un plancher plafond dont la présence des entrées dérangeait le cultivateur. Il tranche le poinçon, il tranche les entrées pour faire grenier dans l'ancienne partie haute de la charpente apparente. C'est rare de trouver les entrées intactes. Une autre porte, cuisine, escalier derrière, grande salle, chambre, et petite ouverture qui annonce un petit escalier à vis qui monte à l'étage. Donc, vous avez 2 escaliers. 2 escaliers vous annonce déjà la possibilité d'une salle à charpente apparente. Et là, je pense la coupe. Vous voyez oh, ma souris, il est là. Vous voyez la charpente, hein? Ici, c'est toujours en place. Mais, à une telle époque, ils ont mis un plancher plafond. Vous imaginez la salle comme ça. Vous ne pouvez pas passer d'un bout à l'autre. Hein? Vous vivez dans ce gros volume, comme ici, mais ici nous sommes chauffés. Là-bas, on n'est pas chauffé. Donc, insérer un plancher, comme ça, vous faites plusieurs choses à la fois. Vous permettez d'accéder d'un bout à l'autre sans descendre dans la salle et remonter. Vous faites un espace moins volumineux, donc c'est plus chaud. Et vous créez soit un grenier, soit des chambres supplémentaires. Bon. Donc, vous avez le début d'un phénomène, l'insertion des planchers plafonds. Je reviens à ça. Un autre bâtiment qui a l'air d'être une église, mais c'est pas une église du tout. C'est une grange de l'abbaye
Saint-Florence de Saumur, mais c'est près de Dol de Bretagne. Et ça donne sur la baie de Mont-Saint-Michel. Il a perdu l'étage. Après la Révolution, c'était vendu comme bien national, acheté par une famille de paysans dans laquelle il reste toujours. Cette famille n'avait pas besoin de l'étage. C'était arraché et on utilisait les pierres pour faire des bâtiments annexes pour la ferme. Mais vous voyez cette jambe de cheminée. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, bon, écoutez, fin 12e siècle, hein, fleur d'acanthe, un peu... Bon, mais on est fin 12e siècle. Bon, donc on a fait des sondages du bois. Et on était obligé, en effet, de rapporter une technique parce qu'on s'est trouvé devant les styles. Et le style, la datation des styles, c'est toujours très approximatif. Mais la datation du bois par la technique de dendrochronologie, l'analyse des cernes de croissance, c'est très précis. Donc, en 1985, on avait commencé. C'était la terre vierge, si vous voulez, pour cette technique en Bretagne. Et ce jeune collègue est en train de prendre des carottes, ce que nous appelons les carottes, d'une poutre. Et cette poutre-là nous a donné une date fin 13e siècle. On est dans les 1290 à peu près. Bon, mais je pense qu'il y a... Non, je n'ai pas le plan, je n'ai pas mis le plan de ça. Mais pour vous dire que sous ses pieds, ici, il y a des poutres et il y a aussi les vestiges des poutres dans les murs. Et les rondelles des vestiges nous ont donné une date fin 12e siècle. Donc on a deux dates relativement précises pour ce bâtiment. Ce qui m'encourage de postuler un bâtiment fin 12e, reconstruit fin 13e, début 14e. Ce qui va très bien. Mais nous avons deux salles superposées. Le vestige de cette grande salle basse, c'est vraiment très grande. Hein, et une salle haute, là, qui est disparue. Vous voyez les traces de la toiture sur la tour, là. Et deux petites pièces et une oratoire dans le haut. La dernière pièce, c'est une oratoire. Mais c'est plutôt administratif, je pense. C'est une fonction de grange des terres d'une abbaye près d'Ol de Bretagne. Bon, pour vous montrer une salle haute, et on a publié, il y a parmi la liste que vous avez, je pense, un article dans un volume qui concerne le bois dans la charpente. Et un article dans lequel j'ai identifié les critères pour reconnaître les anciennes salles à charpente apparente qui ont été transformées. Et vous voyez ici une cheminée et vous voyez la souche, hein, courbée comme ça. Jamais destiné d'avoir un plancher. Jamais destiné à avoir un plancher là. Ça, très élégant, ça monte vers le haut. Et souvent, il y a des petites étagères, où ça m'a souri, voilà, il est là, pour les chandelles. On ne met jamais ces choses près d'une charpente pour ne pas risquer un incendie, évidemment. Mais ça vous donne une idée d'une charpente lambrissée. Bon, je reviens à cette image que vous avez vue au départ, parce que c'est vraiment des plus beaux manoirs du pays, c'est le Penthièvre, près de Saint-Brieuc,
dans la commune d'Erquy, si vous connaissez, le pays du granit rose. Et nous avons beaucoup de renseignements documentaires sur ce manoir. Je n'ai pas réussi à dater le bois, sauf un peu de bois du XVIIe siècle. Mais nous savons que ce manoir a été reconstruit vers 1420. Ce que vous voyez, c'est entre 1420 et 1430. Et il y avait un procès entre le propriétaire et son oncle. Son oncle a voulu reprendre le manoir qu'il pensait c'était à lui, plutôt qu'à son neveu. Bon, mais il y avait beaucoup de témoins. Et les témoins a témoigné au manoir précédent en disant que le nouveau propriétaire, il fait celui-là, il a replanté. Bon. Mais c'est ça qui est intéressant. Un des plus beaux manoirs, il y avait qu'une vieille salle gaste à l'ancienne façon. Donc, ce manoir remplace 1420 quelque chose de plus ancien. Une vieille salle fondée sur poste de bois en manière de cohue. Ça, c'est le document. Hein? Le document du procès, archivé aux archives départementales de Saint-Brieuc aujourd'hui. Donc, c'est très clair que ce beau bâtiment, vous avez tourelle d'escalier, vous avez les latrines, vous avez les grandes chambres, vous avez les salles à droite, vous avez une aile ici avec la cuisine et les chambres au-dessus de la cuisine, a remplacé une construction en pan de bois en forme de cohue. Ça veut dire en plan basilican, c'est-à-dire arcade. Vous voyez? Donc ça veut dire que le vieil gaste à l'ancienne façon et probablement tous les autres manoirs à l'époque, début 15e, dans la région, étaient en bois, toujours en bois. Et que c'était le premier, une des premières reconstructions en pierre. Bon, je reste toujours, on est ici au 15e siècle, j'ai des dates 15e pour ce bâtiment, mais vous avez les chambres. Le paysan n'avait pas de chambre, les nobles avaient les chambres. Vous avez la cuisine, c'est toujours la cuisine au rez-de-chaussée, vous avez 2 chambres supérieures, et vous avez ici 2 salles côte à côte. Voilà, vue de l'autre côté. Ça, c'est plus moderne, ça, c'est du 18e. Hein, et ça, c'est d'une autre manoir juste à côté. Mais ici, vous avez le bloc-chambre, la porte de chambre et l'ancienne salle basse à côté. Hein? Les éléments du manoir, comme ça. Je suis en train de faire un long article sur celui-ci, mais c'est très beau et ça montre beaucoup de choses. Ça montre l'étang, le site et l'ancienneté. Vous voyez les vestiges, le menhir qui était là il y a l'âge de bronze, il y a 4000 ans. On peut supposer que le site était occupé depuis au moins 4000 ans. Et ça, c'est le manoir actuel que vous voyez là. Vous avez une tourelle, vous avez de l'autre côté une tourelle qui vous annonce tout de suite que la chambre ici, la salle ici, était à charpente apparente, qu'il n'y avait pas de communication entre les deux. Je peux vous parler jusqu'à minuit sur ce manoir, mais il faut passer plus rapidement. Dans la salle haute actuelle, vous voyez donc, et c'est très évident que cette salle était destinée à recevoir.
les traces au-dessus, vous avez, bon, c'est pas très beau ça, le propriétaire à l'époque, vous savez, c'est le moment que les gens ont voulu montrer le pierre, hein, dont ils avaient enlevé le plâtre, ils ont mis tout ça, montrer que le pierre, nous avons des poutres, les pierres, monsieur, etc. Bon, mais la souche de cheminée qui se rétrécit, cette cheminée peut être 14e, hein, deuxième moitié 14e. Ça correspond, j'ai les dates, milieu 14e pour le rez-de-chaussée. Mais l'ancienne charpente au-dessus ici a complètement disparu, mais il y a des deux escaliers et j'ai le tracé des galeries à l'étage. C'est trop compliqué pour vous expliquer plus loin que ça. Mais c'était destiné, la salle basse était un peu simple, un peu rude en bas. Le bel étage, c'était ici. Et il y a même là, le côté fenêtre, il y a un chauffe-plat, un chauffe-casserole, comment dit, une dalle avec les trous pour poser les casseroles et de faire du feu en dessous. Donc, on a vraiment mangé dans cette pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est la charpente. Et le propriétaire, sa femme, m'a montré la charpente. Oh, on était fiers de cette charpente. Oh là 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 là. Bon. Donc, il faut parfois être diplomate. Et oui, mais c'est un peu rustique, hein? Un peu. C'est du bois champêtre. Ce ne sont pas des poutres bien travaillées, hein, bien moulurées. Oh, bon. Mais ce sont des grosses poutres, monsieur. Oui, bon. Voilà. Donc, il m'a donné l'autorisation de prendre les carottes et on a trouvé une date, 1660. On est au 57, 58, 59. On a plus ou moins 1 ou 2 ans comme ça. Bon. Oh, il n'était pas content du tout. Hein. Il me dit, bon, vous me dites que la maison, c'est du XIVe siècle. Maintenant, vous me dites que c'est de 1660. Donc, il a fallu expliquer pendant 2-3 heures comment ça évoluait et que ce plafond plancher était inséré. Et ça créait à la fois une salle plus cosy, moins froid, et ça a permis le passage. Ah oui, mais on voit le passage entre les deux comme ça. Hein. Comment est-ce qu'on passait autrefois? On ne passait pas. Vous avez 2 escaliers, un escalier pour chaque bout. Bon. Mais heureusement, mon collègue qui travaille sur les archives travaille à Saint-Brieuc. Et il est venu un week-end, il me dit, oh, j'ai trouvé les diamants cette semaine. Quoi? Et il a trouvé les devis pour la reconstruction, la rénovation du château au milieu XVIIe siècle. Après la guerre de religion. Le château était abîmé pendant la guerre de religion. Et la reconstruction. Et on a les dates du devis qui correspondent exactement avec la datation du bois, 58, 59. On a les dimensions du bois. On sait que le charpentier, parce que c'est écrit, est obligé de chercher son chêne sur le domaine même. Et voilà le résultat. Et finalement, le propriétaire était convaincu. Mais c'est intéressant, cette juxtaposition de... comme dites, l'analyse du bâtiment, du bâti, la datation du bois et le support des archives. C'est rare qu'on a tous les 3. Normalement, on a 2, mais pas tous les 3. Bon. Voilà. Beau château 15e siècle, milieu 15e siècle. Jean Ingon, chambellan au duc de Bretagne, construit un très beau château, château campagne, résidence à la campagne, avec un beau domaine,
les propriétaires que j'ai connus avaient toujours une douzaine de fermes aux années fin 60, 1969, etc. Une ancienne tour, je pense, qui appartenait à un château précédent, qui était incorporé. Bon. Salle basse. Aucune question hein, que c'était fait pour vous impressionner. Le plan. 4 étages. Le tour que je vous ai déjà remarqué. Les salles basses. Je ne vois pas je pense que j'ai mis la salle basse rez-de-chaussée là. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc, vous êtes là, salle basse, salle 2, salle 3, c'est comme ça. Vous descendez au cellier, vous avez une chambre légèrement, chambre niveau mezzanine. Donc, vous montez, dans ce cas ici, c'est l'escalier à vis qui contrôle tout ça. Et ce qui est très intéressant, ce château, même à nos jours, la porte principale, parce qu'ils avaient percé une porte cuisine là, dans une fenêtre, mais la porte principale qui est là ne fermait que par l'intérieur. Il n'y avait pas de serrure, il y avait une barre. Ça veut dire qu'on ne fermait la porte que par l'intérieur. Donc il a fallu quelqu'un dedans pour fermer la porte. S'il n'y avait personne en résidence, la porte a dû être ouverte. Très intéressant ça. Bon, mais donc vous avez... où est le souris? Bon, il est là. Bon, vous avez chambre 1, chambre 2, chambre 3. Et une petite Judas pour regarder ce qui passe. Très fréquent, il y a cette... donc, vous avez les éléments, finalement, les éléments séparés du manoir sont tous réunis sur un seul toit. Et vous avez... les niveaux, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Vous avez en effet 3 appartements, si vous voulez. Appartement seigneurial. Moi, je connais les manoirs, les châteaux, où le propriétaire, vous choisissez le propriétaire seigneur, hein, c'était à lui, et sa femme est à l'étage. Hein? Jusqu'à nos jours. Hein. Je connais au moins 3 comme ça. Et donc, ça fonctionne, la première chambre là, fonctionne comme une sorte de salle privée. Vous voyez, Winchester, l'évêque, il a sa salle privée. Ici, vous avez la salle privée. Et la famille mangeait là. Moi, j'ai mangé là maintes fois hein, aux années 70. Ils avaient largement abandonné la salle basse. Mais le deuxième étage, c'était plus noble, si vous voulez, mais ça fonctionnait comme salon. Mais c'est déjà une évolution, l'idée du salon. Et bon, là, ce souris, il est méchant. Voilà, bon, ce niveau-là. Et en 60, même fin 70, 80, hein, vers 80, c'était très peu évolué. Je me souviens la première fois que j'étais invité là, et j'avais besoin d'appeler mon épouse le soir, et elle me dit, moi, vous êtes où hein? Bon, je suis dans un château. Hein, mais est-ce confortable? Moi, je dis oui. On m'a proposé une chambre. Hein? Bon. Et... oui, vous avez tout ce qu'il faut? Moi, je dis oui. Il y a un escalier pour accéder. Voilà. Parce que vous ne voyez pas là il y a l'oratoire pour mes besoins spirituels. Et dans cette tour-là, il y a une latrine qui a tellement bien marché depuis 450 que personne n'a pensé de le moderniser. Donc, on voit très clairement le milieu 15e siècle. Mais c'est déjà, et je suis un peu au sérieux, c'est déjà la décadence. Vous voyez, la vie médiévale
commence à désintégrer. On remplace la salle basse. Bon, on se retire dans les chambres. La salle basse, il y avait les autres salles. On commence à voir les appartements. C'est très intéressant. Bon, on est déjà vers 20 heures et rapidement, la datation, on commence, comment faire la datation très rapidement, parce que c'est une autre conférence. Mais on commence avec le bois existant, les forêts actuelles. Donc vous avez là, qui nous fournit un échantillon. Et moi, à gauche, vous voyez mon collègue qui est en train, avec l'autorisation des eaux et forêts, prendre les échantillons dans les chaînes actuelles. Et on cherche un bâtiment 18e siècle, si vous voulez, qui donne ça. Et vous avez une correspondance là, donc vous pouvez doubler. Un peu plus ancien encore, et vous commencez à faire une courbe de référence. Et voyez les cernes, on mesure les cernes. Les cernes les plus anciennes au milieu, les plus récentes, le cœur et l'aubier. Vous avez l'aubier ici, vous arrivez vers le cœur, mais c'est la différence entre le temps d'un an à l'autre, le climat, les variations. Les cernes ne sont jamais la même largeur. Donc vous avez une série, avec la statistique, on fait la corrélation, on crée les courbes de référence. Et les courbes de référence, voilà pourquoi c'est le bois, l'arbre, le chêne, mais c'est une femme qui donne ses cernes à la science. Voilà. Et vous voyez la correspondance, les hauts et les bas, etc. C'est comme ça que ça marche. Très rapide, ça c'est très rapide. Bon. Un bâtiment dans la cour d'un château, le manoir. Non, ce n'est pas un manoir du tout. Vous avez un escalier ici qui vous amène là. Vous avez une salle et vous avez une chambre. J'ai daté la charpente là, 1441, précisément 1441. Ce que vous avez là, c'est un bloc-chambre. Tout simplement, un bloc-chambre indépendant, construit même au milieu du XVe siècle, dans la basse-cour d'un château. Donc, vous avez toujours, malgré l'évolution, vous avez toujours ici, très très intéressant, vous avez, ce n'est pas un manoir, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de salle du tout. Il y a 3 portes, il y a 3 chambres basses, chaque porte est munie d'un escalier qui vous amène à des chambres hautes. Bon, vous avez les modifications des fenêtres. Vous voyez voir l'escalier, la présence de l'escalier là. Vous voyez la présence de l'escalier là. Vous avez 6 chambres. Ce sont des chambres destinées aux invités. Déjà, le reste de l'enclos, c'est nul. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Et j'arrive un peu vers la fin de ce que je vais vous dire. Dans le Finistère, le manoir 15e, ouais, à gauche, et le manoir, la grande reconstruction vers 1600 à peu près. Mais ce qui est très intéressant dans le Finistère, il y a tout dans le Léon, le nord du Finistère, il y a toute une série de châteaux et de manoirs comme ça. Le niveau de la salle est surélevé et en dessous, il y a des caves voûtées superbes. Oh, ils trafiquaient le cognac ou le vin, je ne sais pas quoi. Hein. Vous pensez que les nobles ne faisaient pas le commerce? Il faut venir en Bretagne pour voir. Hein. Ici, bon, donc tout le long, vous avez les caves voûtées, mais vous avez une superbe salle basse, superbe salle haute,
et une troisième sous les combles. Donc, l'hiérarchie que vous avez vue au château d'Ac tout à l'heure est conservée ici, mais surélevée. Et, autre chose, obligatoirement, à l'époque, la salle n'est plus visible de la porte d'entrée. Vous entrez, vous ne voyez plus la grande cheminée, vous ne rendez plus l'hommage à votre seigneur territorial, parce qu'ils avaient construit entre les deux un mur de réfonde, un cloison en pierre qui sépare la salle et s'annonce l'arrivée de la salle à manger qui remplace la grande salle commune. Vous arrivez, vous entrez par la porte, vous voulez accéder à la salle, vous tapez à la porte dans le cloison. Hein. Autrement, vous passez dans la cuisine. Donc, c'est déjà une séparation du propriétaire du personnel de sa domaine. Et pour vous provoquer un tout petit peu, je vois déjà la Révolution française annoncée dans l'architecture. Fin 16e, début 18e siècle. 1600, non, excusez-moi, 1600, oui, début 17e siècle. Voilà. Et finalement, les Rohan, aux Marches de Bretagne, on est tout près de l'Anjou, la Mayenne, le grand pavillon de pierre de Rohan, les salles superposées, superbe. Il n'a jamais réussi à terminer la tourelle d'escalier. Il n'a jamais terminé. Il a fallu avoir un toit en cône, là, mais c'est jamais fait. Mais les salles sont superbes. Mais à côté, la société locale Loire Antique est allée, il y a déjà les années 60, en visite, en disant qu'à côté, ce sont des cuisines. Non. À côté, vous avez le manoir 14e siècle. Salle basse, salle haute, tour. C'est la motte Glen. Vous êtes ici sur la motte féodale sous l'ancien manoir, avec une prolongation 15e siècle et la chapelle là. Le manoir le plus ancien, c'est là. Mais c'est superbe. Mais ça annonce la séparation de la noblesse des propriétés foncières dans la vie privée du domaine, en effet. Quelques dernières pensées. On a commencé en Angleterre. Je vous montrer des salles comme ça, Winchester, etc. Dans les collèges, on dit collège, les universités de Cambridge et de Oxford, dont vous avez entendu parler, hein, l'enseignement est pas entièrement, c'est compliqué, mais les étudiants sont logés en collège. Ce ne sont pas les écoles secondaires, hein, parce qu'on utilise le mot c'est plutôt collégium. C'est une corporation largement privée et indépendante. Dans chaque collège, j'avais des diapos, mais elles n'étaient pas suffisamment bonnes pour vous montrer. Mais chaque collège, en effet, aujourd'hui, hein, c'est un manoir. Vous avez une logis porte d'entrée avec des portiers qui vous surveillent. Vous arrivez dans une cour. Vous avez une grande salle basse. Vous avez une chapelle. Vous avez une bibliothèque. Vous avez des chambres. La différence entre les manoirs que je vous ai montrés et le collège Oxford aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une centaine de chambres. Mais il y a toujours la salle basse. Et la salle basse fonctionne à charpente apparente, hein, avec une estrade, une table haute.
Et les sociétaires, les fellows, vous voulez, les professeurs, si vous voulez, mangent là. Les étudiants, sur les tables qui longent les meilleures tables à très tôt, anciennement à très tôt, hein, mais tables réfectoires, si vous voulez, hein, avec un service. Ce n'est pas une cantine. Hein. Il y a des serveurs qui... Bon, c'est organisé comme ça. Et ces salles fonctionnent toujours comme ça aujourd'hui. Les collèges d'instituts, si vous voulez, des avocats à Londres, Lincoln's Inn, le Middle Temple, Inner Temple, Gray's Inn, les 4 qui subsistent, ils déjeunent, ils dînent toujours dans leur grande salle, charpente apparente, avec un service, avec une hiérarchie. Donc, les grandes salles basses ont survécu lorsqu'il y a lorsque la fonction est toujours appréciée. La semaine dernière, on a fêté à Londres le tricentenaire, 300 ans, de la Society of Antiquaries, la plus ancienne société archéologique, créée officiellement, parce que ça existait avant, 1707, on a fêté, mais dans une grande salle comme ça, avec toutes les cérémonies, ça existe toujours. Mais ici, c'est complètement disparu, si je comprends bien. J'ai jamais mangé comme ça, avec un système hiérarchique comme ça en France. Malgré toutes mes invitations de déjeuner ou de dîner à la salle à manger dans un château, hein. Mais c'est toujours plus privé. Bon, voilà, c'est ça que j'essaie de vous partager un tout petit peu mes expériences et de vous donner quelques idées. Merci de votre attention.